le constat qui a été fait par Jean-Claude Delgen, je le partage dans les très grandes lignes. Je serais, peut-être un petit peu plus pessimiste que lui encore sur un point. Je crains que nous ayons affaire à une mutation technologique, c'est vrai, qui date des années 90 en ce qui concerne les supports technologiques apportés par l'informatique à la circulation de la monnaie, c'est-à-dire à un accroissement de la rapidité des échanges monétaires, de la circulation des capitaux dans le monde, etc. C'est tout à fait évident. Je crains malheureusement que la pulsion de la cupidité soit antérieure dans la nature humaine à 1993. Et que tant que la technologie ne pouvait pas la supporter comme elle le fait aujourd'hui, et en accélérant la rotation du capital comme elle le fait, ou de la monnaie en tout cas, eh bien, les effets en étaient sans doute... alors peut-être plus visible parce qu'on était encore dans une économie plus marquée par l'industrie, l'attachement à un poste de travail physique, etc. Que maintenant, les choses prennent un tour un peu différent. Mais ça n'était pas, je pense, moins violent. Deuxièmement, je pense qu'il y a, je continue sur les constats et dans la ligne de ce que disait Jean-Claude Delgen à l'instant, je pense que nous avons un vrai... C'est un choc culturel pour notre pays, cette affaire aussi. Parce que vous savez... la première fois que j'ai mis les pieds sur le sol américain, j'ai compris beaucoup de choses, notamment la raison pour laquelle, une des grandes différences entre la conception de l'économie selon les Nord-Américains et la nôtre, c'est que les Nord-Américains sont persuadés que plus on fait tourner la monnaie rapidement et plus tout le monde s'enrichit. Et nous sommes persuadés que plus on épargne et plus tout le monde s'enrichit. Et lorsque vous superposez un mode de fonctionnement qui fonctionne sur la rotation rapide de la monnaie à un mode de fonctionnement séculaire. La France est une terre de paysans et d'origine, un peu moins maintenant, mais d'origine. Et les paysans, ça garde sa terre, ça la garde longtemps, ça organise le droit des successions pour que ça sorte de la famille. On fait tout ça de manière... tout ça est très réfléchi, c'est séculaire. Et quand on superpose les deux modes de fonctionnement, là aussi, ça produit des frictions et des tensions, pour ne pas dire des conflits, qui sont extrêmement dommageables pour la culture des deux qui l'emporte. Et jusqu'ici, il faut reconnaître que c'est plutôt, en tout cas chez un certain nombre de décideurs économiques et bancaires dans notre pays, la vision nord-américaine qui l'a emporté, même si par ailleurs les banques ont bien compris où elles sont, donc elles continuent à développer des produits d'épargne sous toutes leurs formes, auxquels d'ailleurs on ne comprend absolument plus rien quand on les achète. Donc il y a cet aspect de frottement, j'allais dire, de dissociation, c'est très juste, et je partage cette analyse, entre un mode de fonctionnement économique, d'un côté, qui vient de l'extérieur pour nous, et puis des habitudes, une tradition culturelle qui est un peu différente et même radicalement différente de ce qui se fait dans notre pays. Deuxièmement, je voudrais insister sur la complexité du sujet, parce que, à la fois, je me souviens que dans le rapport que j'avais rendu sur la pénibilité au travail pour la Commission des affaires sociales il y a 2 ans, j'avais reçu les syndicalistes de Guyancourt, de Renault. Et j'avais été frappé par 2 choses. La première, c'est que, quoique aucun des 3 qui étaient devant moi, qui était d'une organisation syndicale évidemment du site, ils ne connaissaient pas aucun des 3 personnellement les 2 personnes à l'époque, ou les 3 personnes qui avaient mis fin à leur jour. Mais on est évidemment dans des débats d'une charge émotionnelle terrible. Et qui en plus a une répercussion parfaitement universelle. On se dit que ça peut toucher demain matin n'importe qui. Donc cette résonance du problème enrobe en quelque sorte les discussions, les débats, les échanges d'une atmosphère qui rend la distance qu'il faut, pas nécessairement pour s'impliquer dedans, et en tout cas pour régler les questions, et en tout cas pour écrire le droit, très très difficile à mettre entre les faits et l'appréciation qu'on y porte. Ensuite, je suis là aussi dans le cadre de la mission dont je suis le rapporteur en ce moment auprès de Marisol Touraine pour le Parti socialiste sur les risques psychosociaux, dans le cadre de la Commission des affaires sociales cette fois-ci, frappé par les controverses qu'il peut y avoir entre les experts. Entendons-nous bien. Je me souviens, on a participé, M. Delgen, il y a quelques jours, c'était dans les locaux du journal de l'Expansion, si je me souviens, à Paris, une conversation qui était à peu près du même ordre, sur un sujet en tout cas tout à fait équivalent. Et Michel Deboué et moi, nous avons... il a bien entendu parler de sujets qu'il connaît par cœur, c'était la question du suicide, et puis pour constater que les experts du suicide, qui sont des médecins, c'est le cas de Michel Deboué, c'est le cas aussi de Viviane Coves, qui travaille au Centre d'analyse stratégique, qu'on a reçu hier, ils vous disent 2 choses. 1,
personne ne sait, et personne ne peut savoir sur le plan médical, comment relier les différentes causes qui conduisent une personne à mettre fin à ses jours. Ça, on ne sait pas le faire. On constate le nombre d'augmentation de suicides, l'augmentation du nombre de suicides, enfin une stagnation d'ailleurs du nombre de suicides en France, c'est sûr. On constate une stagnation plutôt haussière, si j'ai bien compris, du nombre de tentatives de suicide, connues. Je disais connues tout à l'heure parce qu'il y a celles qui sont enregistrées parce que les personnes qui sont concernées sont ramassées par police secours ou par le médecin. Et puis il y a toutes celles qu'on ne connaît pas, et il y en a certainement davantage que cela. Si bien que, d'un côté, les médecins, qui sont des psychiatres, des grands spécialistes de la santé mentale, qui travaillent voilà, des experts, au sens très strict du terme, vous disent « Moi, je ne sais pas rattacher de manière formelle, ni mettre en ordre de manière certaine les différentes causes qui conduisent un homme à travailler. » Voilà ce que vous disent les médecins. Et quand vous à se suicider, pardon, excusez-moi. Voilà ce que disent les médecins psychiatres. Et en face de ça, vous avez des opérateurs ou des gens comme vous et moi qui comprennent par ailleurs très bien et qui voient très bien que quand vous mettez un type au bout d'un open space tout seul, qui reçoit tous les 4 jours des mails pour lui expliquer qu'il va falloir changer de poste et qui reçoit des offres de service sans aucune espèce de préparation avec prière de faire ses bagages en 72 heures, qui n'est plus, à qui on ne parle plus, qui n'a plus de mission, qui n'a plus rien, évidemment que ça rentre dans les lignes causales et que ça produit et que ça a pour effet un mécanisme dépressif. Donc, le problème que nous avons sur ce sujet également, c'est qu'on a tendance à confondre, en réalité, dans la conversation courante, le stress, le suicide, la santé mentale, les risques psychosociaux et tout ça, de faire une espèce de paquet en disant voilà de quoi on parle. Or, ces 4 mots que je viens de dire, stress, suicide, santé mentale, risques psychosociaux, n'ont absolument pas le même sens. Absolument pas le même sens. Donc dans la conversation courante, on les emploie, je le comprends très bien. Le problème, c'est que quand on a c'est sans doute pas M. Delgen qui me dira le contraire, quand on a des situations analysées ou des solutions à trouver ou des partenariats à engager, il y a, premièrement, une clarification sémantique à opérer sur ces différents niveaux de langage parce qu'on ne parle pas des mêmes choses. Troisièmement, la question de la mission Copé, c'est poser la question de savoir, effectivement, comment on fait. Alors, première question, est-ce qu'il manque quelque chose dans la loi pour traiter ces sujets correctement? Quand je dis correctement, ça veut dire faire en sorte que les acteurs au quotidien soient suffisamment responsables, suffisamment proches, suffisamment professionnels, pardonnez-moi, parce qu'il y a aussi une dimension de professionnalisme dans la prévention des risques psychosociaux, du stress, etc., et des suicides. Manque-t-il quelque chose dans la loi? De mon point de vue, majoritairement, à part 1 ou 2 points très précis, non. La loi, aujourd'hui, fournit un cadre suffisamment précis, suffisamment contraint, et dans lequel les acteurs peuvent évoluer suffisamment librement pour que tous les acteurs qui sont concernés puissent faire leur travail correctement et ne pas conduire une partie de leurs salariés dans des situations à caractère dépressif. Je dis une exception, c'est la question des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les fameux CHSCT, sur lesquels vous avez entendu le message de Jean-François Copé tout à l'heure. C'est une chose dont on avait parlé, Jacques, ici, il y a quelques mois, au moment de notre premier échange sur la pénibilité, à moins que ce ne fût peut-être à l'Assemblée, je ne sais plus. Enfin, ça fait partie des sujets qui viendront, et je suis très heureux que le groupe UMP de l'Assemblée nationale ait, lui aussi, pris position de manière formelle sur la nécessaire refonte des compétences des CHSCT. Et alors avec l'articulation avec les comités d'entreprise, etc., on verra après, mais en tout cas, il faut absolument renforcer ces choses-là.